Alors, dans l'agenda du jour, ouverture de la 9e édition du Festival international du rire d'Abidjan. Le Front populaire ivoirien El Sangaré est en congrès à partir d'aujourd'hui à Moussou chez Simone Gbagbo. Et puis ce vendredi, le ministre Mamadou Touré rend visite à l'agence Emploi Jeunes. Et tout de suite, notre invité du matin. Mon invité du matin, c'est monsieur Lucien Rouedanou, journaliste et expert en communication, culture et droits de l'homme. Vous êtes aussi le coordonnateur de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Yannick. Alors, l'Institut Panos avec les affaires étrangères néerlandaises ont organisé un atelier de formation à l'intention des organisations de la société civile à l'utilisation des médias sociaux. Pourquoi ? Disons que cet atelier de formation qui a commencé hier et qui dure jusqu'à samedi s'inscrit dans le cadre d'un programme qui est intitulé « Femmes occuper les médias ». Donc c'est un peu une sorte d'appel en direction des femmes, des organisations de défense des droits des femmes plus précisément, pour former leurs membres, pour les outiller à toutes les formes de médias qu'elles peuvent utiliser pour faire valoir leurs droits civils et politiques, donc notamment les médias traditionnels ou classiques comme la radio, la télévision, la presse imprimée, la presse en ligne, mais également les médias sociaux, parce que l'Internet permet un accès, je dirais, plus démocratique à l'information, et ce sont des outils sur lesquels une formation minimale permet à celles et ceux qui les utilisent d'avoir un impact inespéré si on compare cela à l'impact qu'on peut avoir avec les médias classiques. Traditionnels. Oui. Alors, quel est le profil de ces participants à cette formation et combien sont-ils ? Nous avons visé une quinzaine de participants, nous en sommes effectivement à 13, qui ont été sélectionnés sur la base d'abord du profil de leur organisation. Il faut que ce soit des organisations actives dans le domaine de la défense des droits des femmes, et plus particulièrement sur la thématique que nous appelons la participation politique des femmes. Parce que le programme couvre 4 pays, le Sénégal, le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire. Et l'objectif, c'est d'amener une amélioration de l'observance des droits civils et politiques des femmes dans ces 4 pays, sur 2 axes stratégiques. C'est d'abord la participation politique des femmes, c'est-à-dire l'implication des femmes dans la gestion démocratique de la cité, au niveau national comme au niveau local. Et l'autre volet, c'est les violences faites aux femmes. Donc dans chaque pays, au lancement du projet qui dure jusqu'en 2020, les parties prenantes, c'est-à-dire les organisations de la société civile, identifient l'axe stratégique qui leur convient. Donc le Niger et le Mali ont identifié les violences faites aux femmes comme étant une préoccupation prioritaire dans leur pays. Et le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont plutôt préféré la participation politique des femmes. Donc c'est sur ce domaine thématique qu'a porté la première journée de la session pour rappeler un peu à des responsables de la communication dans ces organisations quels sont les fondamentaux en matière de participation politique des femmes en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quels sont les accords internationaux auxquels le pays a souscrit, mais quelles sont les statistiques, et on a vu que ces statistiques n'honorent pas du tout le pays, c'est-à-dire que le taux de participation politique des femmes est tellement faible que la Côte d'Ivoire est au 43e rang sur 54 pays africains et au 168e rang sur 175 pays dans le monde, selon des statistiques de l'Union africaine et de l'ONU. Donc la place des femmes comme dans les sphères de décision politique est très très faible, et il faut voir un peu comment y remédier. C'est un peu cela, et c'est pour cela que cet atelier permet d'outiller les activistes pour mettre le sujet à l'ordre du jour et voir comment progresser pour améliorer les statistiques et la pratique en la matière. Donc les réseaux sociaux pourraient être un bon recours. Tout à fait. Nous pensons que cela pourrait être un bon recours parce qu'on les forme à l'utilisation de ces réseaux sociaux pour pouvoir exprimer le point de vue de leurs organisations, par exemple sur un sujet d'actualité qui est cette loi sur la parité. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune obligation faite aux partis politiques d'inscrire parmi leurs candidats des femmes en position éligible.
Et cela, il y a des dispositifs qui existent au niveau international pour le faire. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle les listes zébrées, c'est-à-dire que si vous mettez une femme, si vous mettez un homme en numéro 1, il faudrait que ce soit par exemple une femme en numéro 2 et un homme en numéro et une femme en numéro 3 et un homme en numéro 4. Ça permet de faire en sorte que les chances soient équilibrées aussi bien pour les hommes que les femmes, pour que les préoccupations spécifiques des femmes puissent être prises en compte à tous les niveaux de décision. Très bien. Mais ce que j'aimerais savoir aussi, qu'est-ce que vous prévoyez après la formation en termes de suivi? Parce que le suivi, c'est tout aussi important que la formation. Absolument. Disons que cette formation se fait en 2 volets. Là, c'est les chargés de communication des organisations qui sont formés. Et dans quelques semaines, nous prévoyons de former les premiers responsables de ces organisations à la participation à des débats radio et télé. C'est-à-dire que ce soit les premiers responsables puissent débattre avec les décideurs politiques sur des questions qui les préoccupent, comme par exemple la meilleure présence des femmes dans les prochaines élections régionales et municipales. Cette fameuse loi sur la parité, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'elle a été déjà examinée par le gouvernement? Est-ce que ce sera adopté? Et enfin, la place des jeunes filles dans les partis politiques. On a constaté par des journalistes qui ont suivi la question de la participation politique que les jeunes filles ont du mal à émerger dans les instances dirigeantes des partis politiques. Il faudrait voir comment faire pour que cela soit amélioré. Donc le suivi, c'est que les organisations qui participent, les chargés de communication auront à faire des interventions vidéo sur Facebook, par exemple, pour exprimer leur plaidoyer, leur point de vue sur ces questions. Et il y a un programme de production mensuelle de chaque organisation qui a participé, mensuel jusqu'au mois de décembre. Et les responsables qui seront formés aussi, nous prévoyons de négocier avec des médias audiovisuels de la place l'organisation effective de débats avec des décideurs politiques, que ce soit des membres du gouvernement, des membres du Parlement ou de l'administration, qui sont en position de débattre avec eux sur les questions comme celle-là que j'ai soulevée tout à l'heure. Très bien. On touche à la fin de ce court entretien. Comment va très rapidement l'Institut Panos aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Quels sont vos défis à l'ère d'Internet, par exemple? Oui. Donc l'Institut Panos, effectivement, au départ, c'est une organisation créée par des journalistes pour la promotion d'un espace démocratique en Afrique de l'Ouest sur la base d'une information de qualité qui colle à l'évolution de nos sociétés. Et donc, l'Institut fonctionne sur la base de programmes, généralement couvrant plusieurs pays, comme celui-là qui couvre 4 pays. Et de plus en plus, l'Internet, qui est les nouveaux médias de façon générale, sont une part importante dans nos programmes de formation et de renforcement des capacités des journalistes pour qu'ils maîtrisent mieux ces nouveaux médias, aussi bien les journalistes que d'ailleurs la société civile, qui sont nos 2 cibles prioritaires dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, sans distinction de langue, qui sont visés par les différents programmes en fonction des préoccupations locales. Merci, M. Lucien Kwedanou. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Panos Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, effectivement. En Côte d'Ivoire. Merci. Merci et très bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a prononcé cette phrase d'une exacte justesse que je me permets de partager avec vous. La liberté de presse, disait-il, est la plus haute expression de la liberté. Fin de citation. La liberté de presse, c'est l'âme de toute démocratie et la liberté de presse en est à la fois le baromètre et l'essence, voire la substance. S'il est aujourd'hui à nos yeux un impératif catégorique, c'est celui de construire de nos propres mains une grande république des idées qui nous ressemblent, des idées qui nous rassemblent parce que riches de nos divergences de vues et porteuses de nos valeurs culturelles, sociologiques, historiques. C'est la première condition pour construire une vraie démocratie de libre opinion, celle qui exige l'expression de nos différences pour mieux articuler les contours harmonieux de notre avenir commun. Notre projet éditorial repose sur 3 piliers: information, débat et décryptage. Plus que jamais, notre Web TV sera fondamentalement celle de toutes les opinions. Notre ligne est claire, liberté de ton forcément, mais responsabilité éditoriale d'abord et avant tout. Parce que nous ne perdons pas de vue notre mission citoyenne.
À tout prendre sur notre Web TV du mieux que nous pouvons. Nous ferons l'effort de vous expliquer l'info, de la décrypter et nous organiserons en permanence la confrontation des opinions, même là où des lignes de fracture se révèlent. Et comme l'écrivait si bien M. Claude Imbert dans son tout premier éditorial à la naissance de l'hebdomadaire français Le Point, c'est vous qui allez nous juger et du même coup nous donner le droit de vivre. On compte sur vous. C'est la deuxième partie de ce 100% info et une deuxième partie qui va s'ouvrir avec la revue de presse. Une revue de presse qui vous sera régulièrement présentée par Armand Blédou. Armand, bonjour. Bonjour, Germain. Alors, qu'est-ce qu'on retient dans la presse ivoirienne ce vendredi? Alors, on retient deux choses dans la presse ivoirienne ce vendredi. L'affaire de la révocation du maire du plateau, le maire Noël Akoussi Benjo, et puis le congrès du FPI, tendance Abdourahmane Sangaré, qui s'ouvre ce matin à Mouroussou, le village natal de la première dame, Simone Gbagbo. Alors, concernant le premier sujet, qu'est-ce que nos confrères ont dit? Alors, concernant le premier sujet, nos confrères ont repris abondamment la déclaration du président hier. Ce sont les confrères proches du président Rikonan Bédié, donc le nouveau réveil, qui, n'est-ce pas, ont repris abondamment cette déclaration. Mais la réplique ne s'est pas fait attendre du côté du patriote qui estime que le président Rikonan Bédié n'est pas fondé et mal placé pour dénoncer une dérive autoritaire. Alors, le confrère réveille ainsi la vieille querelle entre le président Rikonan Bédié et le président Alassane Ouattara, à l'issue de laquelle le président Rikonan Bédié avait contraint Alassane Ouattara à l'exil en lançant contre lui un mandat d'arrêt international. On va dire même son de cloche du côté de l'expression qui, quant à lui, dénonce le ridicule du vieux parti qui appelle les chancelleries au secours et titre donc à sa une: révocation du maire du plateau, le PDCI applaudit les détournements de Benjo. Donc pour notre confrère, le fait que dans une déclaration, le PDCI demande au gouvernement de mettre fin immédiatement aux poursuites, c'est d'une certaine manière encourager les détournements au sommet de l'État. Alors dans cet article qui est consacré et qui est signé de notre confrère Kra Bernard, le journaliste écrit que là où le bas blesse, c'est quand un parti comme le PDCI qui a dirigé le pays pendant 40 ans demande à ce que l'on arrête des enquêtes sur un citoyen qui a occupé un haut poste et qui pèse, et ce qui pèse de graves accusations de malversation. Donc pour notre journaliste, le PDCI aurait mieux fait d'exiger la mise en place d'une commission d'enquête totalement indépendante qui aurait blanchi son poulain si éventuellement sa non-culpabilité était avérée. Était prouvée. Alors, est-ce que les confrères des journaux proches de l'opposition ont également parlé de cette affaire? Alors, ils en parlent, mais assez timidement. Il y a le confrère Le Temps qui y consacre néanmoins une co-une, mais dans l'article qui est consacré, Fabrice Tété, l'auteur de cet article, se contente, n'est-ce pas, d'un simple compte-rendu très très fidèle à la déclaration du président. À l'opposé, Fabrice Tété consacre 2 pages, donc les 2 pages centrales du quotidien à l'affaire au congrès de Mouroussou qui s'ouvre ce matin. Et donc il insiste sur les conditions sécuritaires, sur l'implication de l'ex-première dame Simone Gbagbo dans ce congrès à travers ses parents, et puis évidemment de la restauration au cours de ce congrès-là qui va durer quand même 2 jours. Dans cette revue de presse, nous vous proposerons également des lectures d'articles de journaux. Alors Armand, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui comme article à lire, forcément? Alors aujourd'hui, je vous recommande un dossier intitulé « Lutte contre les déchets plastiques, la Côte d'Ivoire intéressée par l'expérience du Ghana ». Alors ce dossier-là relate l'histoire d'une femme ghanéenne, Esther Niakou, âgée de 60 ans. Alors cette dame, elle est veuve, elle vit au Ghana, notamment à Tema Newtown, et son activité principale, c'est d'aller dans les décharges et ramasser des bouteilles plastiques qu'elle revend par la suite. Alors aujourd'hui, grâce à l'action concertée du patronat ghanéen, on va le dire ainsi, donc d'une coalition de chefs d'entreprise ghanéennes, cette dame-là continue toujours de pratiquer cette activité, mais de façon différente. Alors l'intérêt ici, c'est que
le Ghana a réussi à moderniser cette activité-là, à rendre plus saine. Et donc, c'est cette expérience-là que nos autorités ont voulu apprendre du côté du Ghana. Donc, c'est un dossier que je recommande quand on connaît la taille de la pollution plastique en Côte d'Ivoire et son impact sur notre environnement et notre économie. Et ce dossier est à lire dans les colonnes de Fraternité Matin. Alors, très rapidement, on retiendra également tous les jours de vos proposés en dessin de presse, et aujourd'hui c'est dans le Patriote que vous avez retrouvé voilà, un beau dessin de notre ami Tekbalin. Effectivement, un clin d'œil au Zimbabwe, donc dans cette caricature de Tekbalin qui met en scène le président Robert Mugabe et un journaliste. Alors, question du journaliste, Mugabe, vous attendez les résultats des élections de la ZANU-PF avec à sa tête votre poulain Mnangagwa, et Mugabe qui arrête tout net le journaliste. Non, je n'ai pas voté pour la ZANU-PF. Ce sont eux qui m'ont éjecté de mon fauteuil où j'étais assis à vie. Comme quoi, Mugabe ne digère toujours pas son éviction du pouvoir. Mais en Germain, ce qu'il y a d'intéressant dans cette caricature, c'est que l'auteur Tekbalin a peut-être vu juste, parce qu'effectivement, Mnangagwa, qui assurait l'intérim du président Mugabe et qui est membre de la ZANU-PF, a perdu les élections au Zimbabwe. Très bien, merci Armand Blédou pour cette revue de presse ivoirienne. Alors tout à l'heure, Ignace Bidi va poser son regard sur l'actualité et nous parlerons ensemble de ce rapport de l'Union européenne consacré à la Côte d'Ivoire, un rapport sans détour qui interpelle donc. À tout à l'heure. Et maintenant, regard sur l'actualité avec Ignace Bidi. Bonjour Ignace. Bonjour Eman. Alors, un rapport de l'Union européenne fait grand bruit. Le rapport écrit par des représentants de l'Union européenne pointe entre autres le manque de dialogue politique, les problèmes de sécurité, le parti unifié. Et puis cette institution a également des appréhensions par rapport à 2020. Et elle évoque également la question de la redistribution des fruits de la croissance économique. Effectivement, c'est un rapport assez critique, dur parfois sur des points bien précis, notamment la population qui se plaindrait selon ce rapport de ne pas être associée à la distribution de la croissance économique, des fruits de la croissance économique, les questions d'insécurité. Bref, ce n'est pas la première fois que l'Union européenne produit de tels rapports, seulement qui ne sont pas destinés au grand public. Et pourquoi ce rapport fuit-il à pareil moment? Nous savons que nous traversons une période à laquelle il y a beaucoup de remous, des remous politiques, des remous sociaux. C'est donc un rapport qui vient faire un état des lieux, n'est-ce pas, qui est aussi objectif, puisque les préoccupations qu'il rapporte sont véritablement les préoccupations que nous vivons, dont se fait l'écho la population ivoirienne, enfin les populations ivoiriennes, et aussi les observateurs de la vie politique et sociale en Côte d'Ivoire. Alors, donc ce rapport qui intervient maintenant, qui a fuité, c'est ce qu'on dit dans ce cas-là, vient alerter, vient tirer une... C'est une interpellation. Une interpellation parce que depuis janvier 2018, à l'occasion de la cérémonie des vœux au chef de l'État, le corps diplomatique avait souhaité vivement un nouvel élan, de sorte à permettre au gouvernement, d'une part, de s'engager sur les chantiers qu'il avait annoncés, le bien-être des populations, et d'autre part, de permettre justement aux populations, n'est-ce pas, de se retrouver beaucoup plus dans cette gouvernance et surtout de terminer le deuxième mandat en de bonnes conditions. Je pense qu'ici, le rapport dit autrement ce que disait le corps diplomatique, puisque Monseigneur Joseph Spiteri, doyen du corps diplomatique, disait effectivement qu'en plus de ce nouvel élan souhaité, les populations se plaignaient d'un malaise et surtout de l'absence d'un dialogue politique. Il avait sur ce point demandé un dialogue politique inclusif, c'est dire que l'un dans l'autre, c'est véritablement des préoccupations qui sont renouvelées, mais à un moment crucial. Alors donc,
en pleine tension, hein, on va le dire très clairement, avec le PDCI autour du Parti unifié. Mais que peut-on attendre aujourd'hui des autorités? D'abord, qu'elles créditent le rapport, qu'elles se rendent compte que le rapport est véritablement véridique. Dans un premier temps, qu'il est objectif, qu'il est crédible. Ensuite, prendre des mesures, c'est-à-dire s'engager véritablement sur les chantiers sur lesquels elles sont attendues. Puisque le nouveau gouvernement qui a été mis en place l'a été pour... Justement, le président Ouattara a indiqué que ce gouvernement venait continuer le programme de gouvernement, le programme de développement plutôt, et que bien de choses devaient être faites pour améliorer les conditions de vie des populations. Alors, toute dernière préoccupation, Ignace, est-ce que ce rapport, même dans son ton assez dur pour le pouvoir, est-ce qu'il ne vient pas rappeler ce qui devrait être fondamental? C'est-à-dire que, en réalité, il faut maintenant installer durablement la Côte d'Ivoire dans la stabilité. Écoutez, un nouveau pouvoir, parlant du pouvoir Ouattara installé en 2011, a pour vocation de donner un nouvel élan, n'est-ce pas? Une nouvelle vie. C'est pour cela qu'on a parlé de reconstruction de la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale. Évidemment, les populations attendent beaucoup de cette gouvernance. Le rapport vient interpeller pour dire attention, nous sommes à moins de 2 ans de la fin du deuxième mandat. Il importe que le gouvernement se saisisse des questions épineuses et termine bien son mandat, de sorte à ce que les populations véritablement sachent que beaucoup a été fait et que leurs préoccupations ont été prises en compte. Parce que véritablement, sur plusieurs questions, et le président l'avait souligné la dernière fois, chaque fois qu'il a fait ses sorties, il a reconnu que beaucoup a été fait, mais que beaucoup aussi reste à faire. Il faut que les populations soient en phase avec le gouvernement, justement à cette fin de mandat. Merci Ignace, à la semaine prochaine. Merci Aman.